J'ai appelé cette conférence La ruée vers l'or avant de savoir que la salle s'appelait Charlie Chaplin. Voilà. Donc, c'est fort heureux, si je puis dire, puisque je l'ai illustré par Charlie Chaplin dans son fameux film La rue vers l'or. Donc, ce que j'appelle l'or, en fait, c'est l'information et le traitement de l'information. Donc, à ce moment, voir la façon dont on se rue. Se ruer sur l'or, ça veut dire faire le plus d'argent possible avec. C'était le propos d'IBM et d'autres compagnies à partir du début enfin, à partir des années 60, d'une manière très très importante et beaucoup plus connue que par la suite. Donc effectivement, ça ne marche pas comme ça. Je vais le faire avec la souris. Donc ici, vous voyez apparaître une petite tête avec une casquette. On va parler un peu de cartouche perforée pour commencer à parler de l'information. Il ne s'agit pas d'un poinçonneur de billets de la RATP. Hein. C'est une casquette qui indique que le personnage qui va vous parler ne cherche pas à faire l'histoire du traitement de l'information ni l'histoire d'IBM. J'ai cherché des différents points de vue que j'ai occupés à faire un témoignage de ce que j'ai compris de la mise en œuvre des stratégies qu'avait IBM en tant que société majeure des outils d'orpaillage, puisque je reprends le terme de ruée vers l'or. Et donc, à partir de 1965, je suis sorti, moi, d'une école qui portait une casquette comme ça, d'ingénieur français des arts et métiers. Et donc, je suis entré chez IBM en 1967, en sortant de l'école en 1965. Donc, je suis allé à l'école d'ingénieur d'IBM, puisqu'il n'y avait pas d'enseignement d'informatique dans l'université. Par exemple, de l'école d'ingénieur d'IBM, j'avais téléphoné au directeur de l'école, qui avait été mon professeur de mécanique et de physique, et il venait d'acheter un ordinateur qui ne correspondait pas aux définitions que l'on a aujourd'hui d'ordinateur, un ordinateur analogique. Et quand nous avons discuté, il regrettait d'avoir fait cet investissement pour l'école. C'est bien la preuve que l'informatique était mal connue à l'époque, et pourtant déjà IBM opérait. Alors, donc, de 1965 à 1972, j'ai travaillé chez IBM pour mettre en place les systèmes d'information dans une industrie, l'industrie pharmaceutique. Donc, c'était la mise en place des données, les organiser sur des supports matériels qui permettaient de les conserver, de les archiver, de les mémoriser et de les utiliser pour des applications diverses et de les réutiliser. La deuxième période, alors j'ai mis ici des petits icônes qui montrent des observatoires. En fait, je vais vous faire nous allons une présentation sur des points de vue différents que j'ai pu avoir au fur et à mesure et témoignages qui se trouvent en relation avec les stratégies et les résultats que IBM pouvait obtenir. Alors, IBM n'était pas la seule société, j'en parlerai tout à l'heure, à traiter l'information, mais elle en a été le monopole et l'animateur pendant un demi-siècle, c'est-à-dire de 1965 à l'an 2000 pratiquement, c'est IBM qui donnait le là en informatique, pour des raisons diverses et variées. L'une, c'était l'investissement qu'elle faisait, enfin nous reviendrons là-dessus. De 1972 à 1980, les bases de données étaient en place. C'était une période de développement dans les entreprises, puisque nous parlons de l'entreprise, l'informatique dans l'entreprise. Il ne s'agit pas d'Internet pour l'instant. Nous avons donc la mise en place des infrastructures, des interactions avec les bases de données qui ont été organisées entre les utilisateurs et ces données et ces informations. Ces interactions étaient liées en fait à l'organisation du travail dans l'entreprise, avec l'informatique et le centre informatique, le service informatique était la grande nouveauté des années 60. Alors de 1983 à 1997, c'était le lancement à ce moment-là de l'informatique individuelle et distribuée dans l'entreprise avec des réseaux interconnectés. Donc les services, les données et les applications étaient sur différents ordinateurs de centres informatiques différents. Et donc il s'agissait de répondre aux besoins des utilisateurs, aux applications des utilisateurs qui pouvaient être très variées. Ensuite, la période suivante, c'était le lancement du réseau d'informatique personnel et domestique mondial. C'est l'Internet, qui s'adresse à tous. Ce n'est plus des entreprises qui sont concernées, c'est le grand public. Et alors à ce moment-là, on va avoir, depuis le lancement de ce réseau, le grand succès de ce réseau, qui était lié à la mondialisation d'ailleurs,
et l'intégration de l'informatique d'une manière permanente à la vie de l'homme, d'Homo sapiens, au point qu'on pourrait même parler de l'homme connecté comme étant la dénomination future de M. Sapiens. Alors, bien sûr, à partir du lancement d'Internet, on va assister à une autre époque. La première pourrait être illustrée par le monopole d'IBM et la façon dont elle développe les outils d'orpaillage. À partir du lancement d'Internet, c'est une autre période qui s'ouvre. Nous allons avoir la constitution de nouveaux gagnants et de nouveaux orpailleurs variés qui vont établir quelquefois de nouveaux monopoles. Et nous en parlerons. Alors, le sommet de la gloire d'IBM, c'est quand, au milieu des années 80, je crois, vous voyez ici le New York Stock Exchange, IBM a lancé en 1965 l'ordinateur universel, le premier qui correspond à la définition des ordinateurs qu'on peut avoir aujourd'hui, des systèmes qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'elle a réussi tellement bien, avec une croissance tellement forte, qu'elle est devenue la favorite de la bourse américaine et qu'elle a dépassé le numéro 1 qui était General Motors à l'époque. Alors, je vais passer rapidement sur les stratégies d'IBM et la façon dont elle opérait pour que nous puissions ensuite comparer avec les principaux acteurs de l'Internet d'aujourd'hui, ceux qui réussissent aujourd'hui avec les capitalisations et les marges que nous connaissons. Donc, le premier point, c'est qu'elle copiait l'URSS, qui était la grande concurrente de ce monde coupé en deux, entre le monde de l'URSS et le monde de l'Empire américain, si je puis dire, entre les deux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et ce plan quinquennal, il était mis en place par une société américaine d'une façon bien plus active et proactive que le plan quinquennal, certainement, de la Russie. Mais ce n'est pas non plus la même chose. Alors, l'idée de plan, c'était un processus permanent avec des mises à jour sans cesse. Alors, l'allocation des équipements est la deuxième chose importante dans la stratégie d'IBM. Donc, comme ce sont des équipements qui changent très vite en fonction des découvertes, il faut donc convaincre les gens de les financer, c'est difficile, donc on part sur des stratégies de location. L'avantage est énorme, c'est qu'on est capable à ce moment-là de savoir quand on amortit un matériel et quand on le remplace, en fonction du marché et en fonction des techniques. Donc la recherche et développement se fait de manière verticale, c'est-à-dire sur l'ensemble des produits, puisque l'ordinateur comprend bien sûr la fabrication des circuits, des mémoires magnétiques, des imprimantes. Ça va très loin, ça va jusqu'au papier pour faire les cartes perforées à l'époque. Donc, la recherche fondamentale, il y a eu plusieurs prix Nobel dans les laboratoires de recherche fondamentale d'IBM, que ce soit, il y en avait 3. En Europe, c'était à Zurich. Il y en avait à New York et un du côté de San Francisco. Donc, le quatrième point, c'était, j'ai pris le franglisme là pour ça, le management par contention. Donc, c'est en fait, n'ayant pas de concurrents sur l'ensemble de la gamme et sur l'aspect système des choses, IBM organisait sa propre concurrence interne. Autrement dit, dans le processus du plan, il y avait plusieurs laboratoires, plusieurs équipes de développement qui décidaient, qui comparaient leurs solutions. Et IBM pouvait en prendre d'ailleurs plusieurs à la fois, comme ce qu'il avait fait avec les ordinateurs en 1965, quand il s'agissait de mettre très rapidement sur le marché les dernières avancées technologiques et scientifiques même quelquefois. Alors, la conséquence, c'est qu'on ne pouvait pas compter sur le fait d'avoir des développements par sous-traitance, puisque les formations, c'était IBM qui les assurait dans son personnel, ainsi que la connaissance des avancées technologiques. La formation était intensive, donc on n'avait pas, comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas ce que c'était un ordinateur quand en 1967, j'ai joint IBM, je suis entré dans une école, et la formation qui était dispensée était extrêmement variée, mais c'était une fonction fondamentale. Alors, c'était devenu la plus grande université de France assez rapidement. En 1970, IBM a à Boulogne-Billancourt et à quelques écoles autour la plus grande université de France. L'âge moyen, donc, il y a une formation, une sélection des ingénieurs et à peu près une fois par trimestre, il y a une école qui part uniquement pour les cadres qui sont des cadres commerciaux, des ingénieurs commerciaux et technico-commerciaux, qui vont dans les agences, qui sont directement avec les clients en termes de traiter, d'organiser l'information, organiser les bases de données, afin de traiter correctement et rationnellement cette richesse de l'information
de manière répétitive, de manière historique et de manière active les applications de l'entreprise. Donc la moyenne d'âge, on est stupéfait quand on voit les technos qui s'occupent du lancement, à part moi, d'Internet. À l'époque, ce n'était plus non plus de la première jeunesse, mais il y avait la moyenne d'âge était de 32 ans en 1970. C'est-à-dire 5 ans après le démarrage de la génération d'ordinateurs importante qui caractérise l'histoire des ordinateurs, la moyenne d'âge était de 32 ans. Donc, il y avait un ensemble d'écoles, et il y avait une école interne qui formait à peu près 30 personnes par trimestre. Et ça a été pendant 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à ce que l'université prenne le relais, c'est-à-dire jusqu'en 1972-73. Il y avait un institut technique supérieur qui se trouvait pour un certain nombre de cadors à Genève. Il y avait une école de l'inspection, c'est-à-dire de techniciens supérieurs, qui assurait l'entretien et le démarrage des matériels. Et c'était une école absolument importante et qui traitait aussi du logiciel. Je ne parlerai pas de l'Institut d'anglais, qui était la langue internationale d'IBM pour les communications internationales, puisque vous verrez qu'on fait une part au français quand même à l'époque, du moins plus que maintenant. Donc, c'est une autre part de cette école, cette université d'IBM, qui était aussi nombreuse, et qui dispensait autant de cours, c'était à Boulogne-Billancourt pour traiter le personnel des clients. Ce personnel, c'était celui qu'on transformait à l'intérieur. Quand on équipait une entreprise, ça m'est arrivé dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et cosmétique, eh bien, nous devions recruter le directeur informatique, les analystes, les programmeurs, et former tous les gens qui allaient être déplacés de leur travail routinier de papasserie qu'ils avaient dans l'ancienne méthode utilisée pour la comptabilité ou pour des applications commerciales. Et il fallait les envoyer à l'université, les tester. Nous les testions et nous pouvions les orienter, leur proposer une orientation sur les nouveaux postes qui étaient créés par l'informatique. C'était des postes de perforation et de vérification de cartes à partir de documents clients et d'analyse pour installer des nouvelles méthodes optimisées de programmation et d'exploitation. Il y avait un institut européen de séminaires pour dirigeants où pendant une semaine ou 2 semaines, des dirigeants d'entreprises européennes venaient assister à un cours qui était mis au point pour expliquer comment on pouvait bien exploiter l'information que l'on avait par l'informatique, comment l'exploiter. On expliquait ça à des dirigeants donc par un cours qui avait été développé par Harvard. Et il y avait finalement, et ça a été pour la deuxième période, ma passerelle de témoignages, d'où j'ai observé les stratégies de cette compagnie et de l'informatique. C'était une agence qui se trouvait place des Nations Unies à New York et qui organisait des voyages d'études en ayant une connaissance, quand ils n'étaient pas en voyage, une connaissance approfondie et des contacts approfondis dans les différents laboratoires de développement pour essayer de savoir tout ce qui se passait et à quel endroit on trouverait l'information que nous demandaient des clients et des personnalités qui étaient en France. Alors, nous traitons, alors on va laisser tomber un peu IBM de côté, ça va être le moyen de voir un peu comment ces phases se sont développées. Eh bien, l'information se traite déjà par la sémantique, par la signification, la définition des termes. Alors bien sûr, à l'époque, le franglais était moins riche, mais déjà le mot data, comme data processing, le mot data était intéressant. Il était intéressant à plusieurs titres. Le premier titre, il faisait double emploi, certainement avec le mot données, qui a prévalu en base de données ou autre chose. Mais le mot data vient du latin datum. C'est l'information mémorisée, communicable, réplicable. D'accord ? Donc, ce n'était pas un mot ONI, d'accord ? Et donc, il pouvait servir pour donner renseignements. Vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, moi, je pense que quand on parle d'un mot qui vient de l'anglais, et l'expression n'est pas la même, puisque renseignement, c'est le renseignement, l'intelligence pour l'anglais. Les anglais, c'est les intelligence services. Donc, l'informatique, c'est un mot heureux qui explique cet orpaillage, cette exploitation de l'information que nous allons avoir par des moyens automatisés. Voilà. Et la télématique, ça va être ce qu'on avait en anglais comme expression comme network computing, c'est-à-dire qu'on demande au réseau d'ordinateurs de choisir lui-même l'endroit
L'utilisateur ne sait pas l'endroit qui a été choisi par des personnes, ça peut être choisi, c'est choisi de manière rationnelle, et donc l'utilisateur peut avoir donc par le réseau la notion d'un réseau intelligent qui va lui fournir ce dont il a besoin en termes d'exploitation des données. Alors l'infoscience et la base de données universelle, c'est en fait le mot qui va correspondre au surnom donné au big data, donc à la grosse donnée. L'ordinateur, c'est un mot qui a été forgé lors d'un séminaire organisé par IBM en 1955 avec l'Académie française. C'est un mot qui était préféré à ordonnateur, qu'utilisait Bull, je crois, qui était vraiment très bien, parce que l'ordinateur met en ordre l'information en fonction de la demande, mais il fait penser aussi aux pompes funèbres. Donc l'ordinateur a été préféré, forgé pour ça par les académiciens en séminaire. Maintenant, la représentation digitale, encore un mot anglais qui était heureux. Alors, je vais vous dire pourquoi il est heureux. On l'a remplacé par numérique, ce qui est très bien. Mais le mot digital avait un avantage, c'est le fait de pouvoir, comme je l'ai indiqué ici, formuler un signe avec une main, un signe qui pouvait être traduit par des 0 ou des 1. Par exemple, ici, avec 3 doigts levés et 2 baissés, on peut signifier le chiffre décimal 28, par exemple. Mais on peut aussi dire que ça signifie C, parce que c'est ABC, etc., etc. Donc, il y a une symbolique qui va être comprise par l'ordinateur, et cette symbolique peut être représentée par un nombre binaire, et c'est pour ça qu'on l'appelle numérique et numérisation. Mais ce n'est pas indécent, d'après moi, de garder aussi, dans certains cas, le mot qui vient d'anglais, mais du latin. Alors, l'information, il faut d'abord la prendre, la saisir, l'information. Et c'était le gros problème. C'est un problème parce que on ne sait pas trop comment faire, il faut qu'elle soit mémorisée et utilisable. Alors, la réponse, une des premières réponses qui avait été donnée, elle venait des métiers jacquard, qui permettaient de passer des commandes en fonction du travail de lourdissoir avec les navettes pour faire du tissu. Donc, ces cartes perforées, et faisaient 80 colonnes à peu près, et elles indiquent, comme vous l'avez ici, elles indiquent des caractères, donc 80 caractères sont indiqués dans une carte. Chaque colonne, 80 colonnes, chacune donne un caractère avec les 10 lignes numériques et puis des lignes qui permettent de faire de l'alphabet et des signes spéciaux. Alors, ce qui était surprenant quand on entrait chez IBM, c'est de voir chez les clients la profusion. On passait devant des ateliers absolument impressionnants où il y avait quelquefois des vingtaines, ou quarantaines, ou cinquantaines de personnes qui perforaient les cartes à partir des documents qui venaient des documents de comptabilité ou de commandes ou autres. Et chaque carte était perforée par une personne et une autre personne au clavier faisait les mêmes opérations pour vérifier si c'était bon ou pas. Et on arrivait, c'était du staccanovisme, on arrivait à des performances qui dépassaient les 10 000 frappes par heure. D'accord ? Donc c'était absolument incroyable. Et j'ai certaines histoires assez incroyables sur ce plan, sur ces performances et le peu d'échecs qu'il y avait, d'erreurs qu'il y avait. Bon, alors, parmi les façons de traiter l'information sans passer par ces méthodes d'usine, si je puis dire, qui existaient dans chaque entreprise, il y avait une possibilité un petit peu comme celle qu'on a sur le téléphone, où le représentant de commerce, au lieu d'avoir un téléphone, il avait un espèce de petit boîtier dans lequel il enfilait une carte qui avait déjà le nom du client qu'il allait voir. Si c'était un délégué médical, il avait le nom du médecin et le code du médecin était déjà perforé dans la carte pour assurer les retours. Et les commentaires, il y avait des commentaires qui étaient écrits, c'était une carte imprimée ordinaire. Et en face, au lieu de cocher une carte, on avait un petit stylet que j'ai dessiné ici qui permettait, stylet, peut-être que d'ailleurs ça marche pour eux. Enfin bref. Ah, merci. D'accord. Donc, il y a donc un stylet, ce stylet ici, qui permettait de venir faire un trou à cet endroit ici. Ça a évité de passer par le stade de perforation. Des tas de méthodes ont été utilisées. Alors, si vous voulez regarder de plus près comment était une carte perforée, voici donc comment elle se présentait. Donc, voici les lignes. Il y en a donc un certain nombre qui étaient numériques de 0 à 10, de 0 à 9. Et ensuite, au-dessus, d'autres lignes qui indiquaient si c'était de l'alphabet, des signes spéciaux ou autres. Voilà. Et il y avait une possibilité d'imprimer 2 ou 3 lignes dessus
Ouais, regardez ici, par exemple, une carte avec je ne sais plus à quoi ça servait comme application, mais vous avez ici le nom de la personne, son code, son matricule, et il y a son adresse, etc. Et les informations. C'était à Austin qu'il habitait, Austin, Texas, etc. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec ces cartes perforées? Alors, j'en ai parlé ici parce que ça permet de bien comprendre que l'informatique et l'information ont commencé très tôt. Ça a commencé par le fait d'avoir le recensement américain, au recensement américain de 1880 et quelques. M. Hollerith a inventé une machine qui permettait de recenser chaque individu par une carte et de traiter ensuite après. Alors, comment ça marchait? Eh bien, vous avez ici un tambour que j'ai représenté en couleur cuivre, il y avait un courant qui était branché à un courant électrique, et il y avait un peigne, et quand la carte progressait, eh bien, le peigne détectait les trous puisque le courant passait. Et quand le courant passait, il était amené à un tableau qu'on appelait tableau de connexion, et à partir de ce courant électrique, on prenait un certain nombre de décisions qui faisaient marcher des automates électromécaniques. Voilà. Alors, je vous donne un exemple d'automate comme ça qui s'appelle une interclasseuse. Vous avez donc dans les casiers en bas, bon, ça n'a pas l'air extraordinaire non plus. Ah, voilà. Dans le casier en bas, vous aviez par exemple, ici, il s'agit de prise de commande. Vous aviez ici les cartes bleues qui sont les cartes clients, ici les articles commandés, et ensuite, vous aviez la constitution d'un dossier de livraison, de facturation, comme vous vouliez. Ici, les clients, d'autres clients qui n'étaient pas intéressés, ici les articles qui n'étaient pas en stock. Donc voici ici une façon de procéder qui était logique et qui se faisait par tableau de connexion. Alors j'ai représenté ici le tableau de connexion sur l'image du bas, où la personne est en train d'enficher des connexions à partir du courant électrique qui arrivera, comme vous l'avez vu, par le tambour qui fait circuler la carte et qui va voir s'il y a des trous ou pas des trous. Donc après ça, la machine tabulatrice va servir à éditer le bon de livraison. Elle va faire l'impression, elle va faire le calcul pour la facture, et ensuite elle permettra à côté une reproductrice connectée qui va sortir des cartes pour la comptabilité. Donc nous avons ici des fonctions logiques qui sont faites par programmation électrique directe. Alors maintenant, le problème des cartes, ce n'est pas simplement le fait d'avoir à les perforer, mais aussi que ça crée des bases d'informations très importantes et difficiles à manipuler quand on voulait les exploiter. Ici, vous avez une base qui est en Virginie. Je pense que c'était une base qui reprenait des données de sécurité sociale, qui était en fait la retraite toute petite, qui chaque salarié qui travaille aux États-Unis. Donc ici, on a une base de données de 60 millions de cartes qui représentait 4 milliards de caractères. Et pourtant, aujourd'hui, en 2022, ça représente seulement 1/16e d'une clé USB que vous achetez pour 15 €. D'accord, de 64 gigaoctets. Pour vous indiquer réellement ce que j'ai noté tout à fait en bas à droite, la loi de Moore, qui est une loi statistique, qui a été vérifiée à peu près. Donc il y a un doublement de toutes les performances à peu près tous les 2 ans et demi à peu près, quoi. Alors maintenant, pour réussir à traiter les cartes, on va prendre des ordinateurs, et les ordinateurs vont exploiter les cartes pour entrer les données rapidement. Les applications seront des traitements par lot. Hein. Je prends l'exemple de quelqu'un, quand une foule veut monter à un étage d'immeuble, on va prendre l'ascenseur tous ensemble. Ça, c'est le traitement par lot. Et puis à côté, il y a l'escalier roulant. Alors là, chaque personne se présente quand elle veut et puis monte. Ça, c'est le traitement interactif. D'accord ? Donc, il y a, dans la première phase que j'ai indiquée, il y a un traitement qui est essentiellement par lot, avec les cartes perforées. Mais l'ordinateur, lui, est là, et il va prendre le courant électrique qui vient du lecteur de cartes perforées, et avec le courant électrique, il va, lui, faire une logique qui va être programmable, et cette logique va être fondée sur le fait qu'on va utiliser des transistors. En d'autres termes, si le courant passe, si le courant vient dans ce circuit, il va permettre que le courant électrique passe au travers du transistor. C'est déjà la mécanique quantique, entre parenthèses. On parle de cartes perforées, mais on est déjà avec la mécanique quantique. Alors, la façon de contourner le stockage de ces cartes a été d'abord de mettre des bandes magnétiques. Donc les bandes magnétiques, c'était comme pour les magnétophones, mais l'inconvénient, ça permettait de stocker énormément de données. L'inconvénient, ça va être le fait que pour accéder à une donnée au milieu de la bande, il faut dérouler la moitié de la bande. Voilà. Donc très vite,
On a essayé d'avoir des disques magnétiques en utilisant de la ferrite sur des disques, des piles de disques qui sont protégés par un couvercle, comme dans le micro-ondes. Et donc, ici, on va avoir des données qui vont être accessibles de manière plus directe, puisqu'on pourra aller directement par mécanisme de lecture chercher la donnée. Et au lieu de lire sur une carte, sur le haut d'une carte, on va pouvoir utiliser, c'est très très cher encore, les écrans cathodiques, mais il y en aura quelques-uns qui sortiront surtout pour des applications bien particulières, comme les réservations de billets d'avion et de places d'avion. Le disque, je l'ai représenté ici. Donc, il y a une tête de lecture qui va aller chercher sur le disque, sur la face qui est intéressante. Il y a des enregistrements qui sont binaires, c'est-à-dire que le grain de ferrite est magnétisé ou n'est pas magnétisé exactement, comme sur une carte. On a donc un autre code, qui est un code qui se fait avec 8 impulsions, au lieu d'avoir les 12 lignes et les 80 colonnes. Mais il y a un aspect direct. Donc on a maintenant le moyen d'organiser les bases de données de l'entreprise. Et les entreprises étaient très intéressées par le fait de pouvoir maintenant organiser l'intégration de ces bases de données dans le travail quotidien des utilisateurs. Donc il ne s'agissait plus d'interagir ou de donner ces informations à l'ordinateur avec des cartes perforées et d'attendre l'impression ou dans certains cas, comme compagnie aérienne, un écran cathodique limité. Donc c'est à partir de ce moment-là, donc la deuxième phase que j'indiquais tout à l'heure, donc à partir de 72, 64, 72 à peu près, l'arrivée d'écrans cathodiques qui sont chers, plus chers qu'un poste de télévision, mais qui permettent une précision déjà qui permet d'intégrer le travail. Donc il y a le premier travail que j'avais fait juste à la sortie de ces écrans, c'était pour la coopération pharmaceutique de Melun, qui vendait absolument tout ce qu'il y a dans une pharmacie qui n'est pas exactement des spécialités, qui ne sont pas des spécialités. Et donc, il y avait un remplacement de peut-être 80 perfovérifs par des personnes qui, là où elles étaient dans le service de commande, pour passer directement commande en servant de la base de données de l'ordinateur. C'est une révolution très importante. Donc, à ce moment-là, j'avais quitté la position que j'avais sur le comité d'organisation des voyages d'études aux États-Unis. J'étais revenu en France pour quelque temps. Et avec les informations que j'avais, donc, j'ai pris un poste aux États-Unis, au quartier général de la division marketing américaine, comme responsable de la mise en marché des produits de réseau. De l'annonce devait avoir lieu, donc ça a duré 2 ans, donc de fin 80, 81, 82, pour mettre au point donc l'annonce et les produits qui allaient correspondre à l'ambition d'IBM, c'est d'avoir des réseaux d'informatique qui soient des réseaux de systèmes au pluriel, que IBM a appelé lors de l'annonce. Il y avait des produits qui suivaient. Par exemple, ici, c'était une brochure que j'avais faite, d'ailleurs avec l'aide d'un photographe et peintre français qui a fait les couvertures des livres de l'Académie, de notre Académie, Alain Chouanet. Et donc, cette brochure a été faite pour décrire donc l'ensemble de l'architecture et comment les produits s'y inscrivaient, et notamment un produit qui était fabriqué au laboratoire de la Gaude, dessiné au laboratoire de la Gaude. Donc, la réponse d'IBM, telle que je l'ai vue, c'est une réponse architecturale. En d'autres termes, on dit que des unités qui peuvent être des ordinateurs, des petits ordinateurs, qui peuvent être des écrans, mais qui peuvent être aussi des terminaux de magasins. Par exemple, Carrefour et d'autres grands des grandes surfaces ont participé à la définition des terminaux IBM qui étaient fabriqués à Los Gatos, près de San Francisco. Donc, il y avait des guichets automatiques bancaires pour faire les travaux qu'a fait une personne au guichet, pas simplement retirer de l'argent, aller beaucoup plus loin tout de suite. Donc, c'était l'objet des voyages d'études que j'avais organisés. Donc, cette informatique, c'était avant tout une architecture. Et elle avait un certain nombre d'avantages. Vous pouvez regarder, j'en fais la liste qui n'a rien d'extraordinaire, mais elle permet de protéger dans les applications et dans l'organisation des services utilisateurs, d'organiser d'une manière pérenne les travaux, les applications avec les écrans et les bases de données. Donc, c'est la période qu'on appelait en américain la période des bases de données et des communications de données.
Alors la disponibilité, je mets un mot sur la disponibilité. C'est une époque, il faut bien le voir, jusqu'en 95, il y avait des moments où pour payer par carte bancaire, vous mettiez 30 secondes chez un détaillant, chez un commerçant. Donc la question n'était pas les 30 secondes, si on savait qu'il fallait 30 secondes, quelquefois c'était 10 secondes et quelquefois c'était 50 secondes ou une minute. Donc l'architecture permettait de réguler et de donner une qualité de service prévisible. Ensuite, ce réseau qui devait prendre des liens téléphoniques, des liens extérieurs qui étaient fournis par les télécoms, qui étaient des liens fragiles par rapport au reste de l'informatique, ces liens faisaient partie d'un système global. Et pour IBM, bien sûr, ce qui était intéressant, c'est que le client, au lieu de passer par des réseaux publics, ait des lignes louées qui fassent partie du réseau de système. Alors, ça a été un grand succès. Mais il y a aussi des failles, il y a aussi comment dirais-je, je pourrais dire très simplement, la roche tarpéienne est près du Capitole. Donc on peut pécher par trop de réussite. Et c'est le cas d'IBM, puisque c'est les lois antitrust qui vont freiner IBM dans sa croissance. Et la première réponse qu'IBM donnera, les autres étant insuffisante pour le ministère de la Justice américain, eh bien, ce qu'IBM fera, c'est qu'il arrêtera la fin des locations. C'est-à-dire que la location de matériel lui permettait de gérer l'obsolescence des matériels, de les remplacer, de gérer le temps de remplacement. Donc ça, c'est terminé avec cette fin des locations. L'aveuglement culturel, de la focalisation sur l'entreprise. Ouais, ça, c'est très important. Parce que pour exploiter la mine d'or, cet orpaillage que nous avons, c'est quand même bien plus facile, plus intéressant, plus historiquement facile pour IBM et ses agences et son personnel de travailler pour les entreprises. Et les marges sont bien meilleures. Donc les deux exemples qui vont coûter cher à IBM, la première, c'est les processeurs. Les processeurs, en fait, IBM travaille sur une technique qui s'appelle la technologie bipolaire. Et donc les concurrents comme Texas, Motorola travaillaient sur ce qu'on appelle CMOS. Et le résultat aujourd'hui, c'est que tout est en CMOS et que la technique bipolaire était bien trop chère. Et elle imposait d'avoir des ordinateurs assez importants avec des refroidissements par eau. Donc, donc ces processeurs sont au cœur du système. Alors maintenant, la sous-traitance qui ne se faisait pas devient aussi la façon dont IBM va traiter l'ordinateur personnel, et nous en parlerons tout à l'heure. Ensuite, il y a une chose qui se passe. C'est que quand vous créez une architecture, à chaque fois qu'il y a un besoin nouveau, par exemple une caisse de magasin, un guichet automatique, bancaire, une transaction, il faut la sécuriser, il faut prévoir l'architecture du réseau complet, c'est complexe, qui va permettre à ce nouveau matériel d'être sécurisé de bout en bout, d'avoir la fiabilité pour une transaction qui peut être financière, qui peut être grosse de conséquences. Je me souviens par exemple d'une société qui travaillait sur cartes perforées, et société allumetière française qui était suédoise, et le semi-remorque d'allumettes n'arrivait pas à tourner dans un petit village du Massif central. Il y a eu une erreur, une petite erreur dans les cartes. Donc, les chapelles, c'est quand je veux avoir cette application demain. Et le service informatique, qui est le goulet d'étranglement, va dire non, je ne peux pas, c'est dans 2 ans. Eh bien, chez IBM, c'était pareil. Il y a un service qui était très informatisé, qui s'occupait de la gestion interne d'IBM. Et il y avait des ingénieurs informaticiens en interne qui développaient les applications. Ils n'attendaient pas les 2 ou 3 ans pour avoir l'architecture qui permet de les développer. Et un conflit s'est organisé à ce moment-là, donc un conflit très, très, très fort. Et à la fin de l'annonce que je préparais sur les réseaux, on m'a demandé de régler cette affaire. Et ça a été absolument pénible. Les gens étaient extrêmement agressifs dans les couloirs des quartiers généraux. J'avais 2 ou 3 équipes qui étaient, une qui était de l'architecture et les systèmes stratégiques, qui n'étaient jamais d'accord avec moi, puis d'autres qui changeaient comme ça, qui changeaient d'avis, qui allaient jusqu'à déconseiller à des sites qui traitaient chez des clients même pour aller plus vite les produits que j'avais, leur déconseiller de continuer de travailler avec moi.
Alors, la répugnance de la concurrence des standards, oui, quand on a une architecture qui est homogène, quand on en est maître, eh bien, on facilite le développement de l'informatique. Et aussi des monopoles, bien sûr. Alors, la culture des solutions privées, il a fallu l'amender quand il était question de travailler sur des réseaux. En d'autres termes, il fallait parler à d'abord le plus gros téléphoniste en Amérique, c'était AT&T. C'était le plus gros client d'IBM en ordinateur. Donc il ne fallait pas trop lui faire de concurrence. Donc il fallait prendre des solutions de communication qui ne lui déplaisent pas trop. Néanmoins, toutes les solutions que l'on pouvait prendre pour les télécommunications étaient des solutions qui étaient coûteuses, puisque nous avions l'habitude de développer bien mieux. J'ai eu des réflexions sur des matériaux qui étaient développés à la Gaude par des amis qui à Paris travaillaient dans des sociétés françaises concurrentes. Ils n'en revenaient pas de voir la qualité et le prix des matériaux que nous avions en télécommunication. Alors, une fois que j'ai eu réglé ce problème, et nous verrons donc de quoi il s'agit rapidement, donc c'était le problème numéro 1 à régler, c'était de faire en sorte que les applications professionnelles puissent être traitées dans le cadre de l'architecture. Le deuxième, c'était en fait le fait de pouvoir avoir des solutions privées, des solutions qui permettent d'utiliser les réseaux publics. En d'autres termes, il y a beaucoup de volume d'informations, puisqu'on est toujours dans la ruée vers l'or, c'est l'information. Beaucoup d'informations pouvaient arriver par des réseaux publics qui étaient utilisés par nos clients. Donc il fallait supporter la possibilité de réseaux publics plutôt que de lignes louées. Et ça, nous n'avions pas l'habitude de travailler avec des marges un peu étroites. Donc ici, j'explique un petit peu ce que fait l'architecture que nous annoncions. Elle permettait, avec les matériels qui correspondaient, elle permettait de faire un réseau d'ordinateurs, de systèmes, reliés avec des liens téléphoniques ou des liens satellites ou autres. Et ces ordinateurs allaient permettre à un utilisateur d'avoir un menu sur lequel les applications pouvaient être ABCD, pouvaient être réparties sur une géographie absolument large. Et même dans des entreprises extérieures, comme en bas à droite, les réseaux bancaires ou le réseau de l'agence de voyage. Bon, donc le problème que nous avions avec les chapelles, et je vais en dire un mot parce que ça va nous intéresser pour le futur qui va être Internet, dans ces chapelles, les gens qui développaient les applications internes d'IBM donc, ne suivaient pas les principes architecturaux. Ils suivaient un principe de logiciel ouvert que IBM avait développé en partenariat avec l'université de Grenoble et le MIT à Boston en 1967, à partir de 1967. Et un client important a mis des ingénieurs internes d'IBM, c'était des ingénieurs de Bell Lab, c'est-à-dire le laboratoire de AT&T. Et ces gens-là avaient en tête des systèmes ouverts et des systèmes gratuits. Et c'est là d'ailleurs qu'on aura un schisme qui va les Bell Labs fatigués de la façon dont IBM traitait les problèmes stratégiques, avaient décidé de lancer un système qui était Unix. C'était le système Unix, c'est eux qui avaient lancé à cette occasion. Donc, une fois que ce problème a été réglé, il fallait régler donc les autres problèmes et moi, personnellement, je n'avais pas l'intention de rester et de faire carrière aux États-Unis. Ça tombait bien parce qu'on m'a proposé de venir au laboratoire de la Gaude pour essayer de voir comment je pouvais participer à la solution de ces problèmes. Donc, le premier problème avait été déjà traité par la Gaude, le laboratoire IBM de la Gaude. C'était des passerelles qui permettaient de connecter des ordinateurs par des réseaux de paquets. Les réseaux de paquets, c'est simple, c'est la chose suivante. Quand vous avez des circuits téléphoniques, donc ces circuits téléphoniques vont donner en téléphonie jusqu'au réseau de paquets, vont vous demander de numéroter votre correspondant à l'étranger, par exemple à San Francisco. Et le numéro va correspondre à des automates qui vont établir des connexions. C'était fait à la main avant, dans les films, on le voit encore, dans certains films anciens en noir et blanc. Donc avec déjà la téléphoniste de l'hôtel ou de l'établissement dans lequel on est, qui va rabouter votre ligne, votre poste sur le bureau, avec une des quelques lignes statistiquement exactes, mais pas plus, que la compagnie loue au télécom. Voilà. Donc le problème qui est là, c'est que la ligne louée est très chère. En ayant un pied aux États-Unis et un pied en France, j'avais à peu près 60% de mon salaire qui partait en communication téléphonique. Donc, la solution qui a été donnée, c'était une solution qui a été mise en place
la volonté était celle de la défense américaine de faire un réseau ARPA. Et ils ont fait des commissions qui expliquaient aux Européens, surtout les Français et les Anglais, les Alliés, pour savoir comment on pouvait faire un réseau qui permette non plus de passer par des circuits loués, mais d'avoir une paquetisation qui mélange tous les paquets et les restitue à chaque destinataire, avec des adresses de circuits virtuels. Bon, voilà ce qui a été fait. Donc, le développement de ces techniques a abouti à des réseaux comme Transpac en France, Datexp en Allemagne, qui étaient très en avance sur les réseaux américains. Il y a aussi des réseaux américains comme Telenet qui travaillaient là-dessus. Mais les standards de réseau ont été développés donc par cet ingénieur dont je parlais, qui était un polytechnicien qui s'appelait Pouzin, qui a développé les protocoles d'Internet qui s'appellent TCP/IP. Donc, c'est sur ces protocoles que c'est inspiré de ces protocoles que France Télécom et d'autres, et Datexp, les Allemands, Deutsche Telekom, ont défini un standard de paquetisation. Donc, les réseaux de paquets vont découper vos informations numérisées en petits paquets de 28 caractères avec en plus une adresse. Et chaque ordinateur de réseau, ce qu'on appelle les commutateurs de paquets, va prendre la route de sortie qui correspond à la destination. Alors, maintenant, l'autre problème que nous avions, c'était de pouvoir faire communiquer les applications que nous avions développées dans le cadre de l'architecture avec des terminaux bon marché. Le Minitel, par exemple, aux États-Unis, des ordinateurs, des petits écrans bon marché également, qui ne passaient pas par le réseau Minitel. Et donc, la France et l'Allemagne, avec le Bildschirmtext, se sont trouvés en avance par le réseau Minitel. Et la Gaude avait développé donc dans ses ordinateurs, pour les programmes qui servaient de passerelle ici, de quoi aborder de quoi programmer de manière cohérente avec notre architecture les applications qui se passaient sur Minitel, sur ce genre de choses. Alors là, maintenant, nous allons passer à une autre richesse du traitement de l'information, qui est celle de l'informatique personnelle que nous avons abordée avec des machines virtuelles tout à l'heure. Comme vous l'avez vu dans le menu d'une personne, il y avait l'établi et la boîte à outils qui permettaient de répondre à ce genre de problème. Et l'indépendance de l'utilisateur à la maison ou même au bureau, de manière connectée ou non, était quand même très importante. Donc, IBM avait la possibilité de les faire, d'ailleurs, puisque dès 1965, je signale que nous avions, pour un prix de 32 000 $, un ordinateur qui était parfaitement viable, qui était utilisé. Par contre, si on voulait un écran d'une très grande qualité, un tube cathodique adressable, pour faire par exemple de l'ingénierie d'avion, comme faisait Dassault, eh bien, ça coûtait 150 000 $ pour pouvoir connecter cet ordinateur-là. Mais c'était utilisé par... bon, moi, personnellement, je l'avais installé un au Carrière-Série de Bourgogne pour une paye. On l'a commencé le vendredi soir, on l'a terminé le lundi matin. Et c'était le chef de service, l'ingénieur de l'école des mines de Paris que j'avais recruté pour ça. Donc, IBM sent qu'il y a un besoin d'ordinateurs personnels et il y en a un qui est clos. Et là, ils misent complètement à côté. Ça paraissait pourtant prometteur. Ils misent sur un ordinateur qui va travailler avec une algèbre. Et si on prend une personne douée, cette personne va être capable de développer non pas une application en 2 ans, mais en 2 jours. Une puissance extraordinaire. Par contre, ça demande des gens quand même très formés en mathématiques notamment. Donc la personne qui était la meilleure, qui a gagné les ventes de cet ordinateur, c'était un Texan qui était justement agrégé, enfin du moins qui avait un PhD en mathématiques. Mais donc c'était pas viable non plus. Donc Apple est arrivé. Alors là, qu'est-ce qu'il fait Apple? Qu'est-ce que fait Apple au fond? Eh bien, Apple arrive à un moment où l'université forme de bons ingénieurs informaticiens. On ne doit pas compter sur IBM en général, sur IBM et Bull en France. On a des gens formés par l'université. Et ces gens-là, c'est ce qu'on appelle les technos. Hein. Donc, ils sont jeunes. Bon, ils étaient à l'université quand nous avions 32 ans, nous, en 1970. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils assemblent une boîte. Et c'est Apple qui fait le travail, qui perce à ce moment-là, en utilisant, pour la percée qu'ils font, ça ne sera pas pérenne, mais c'est comme ça, ils vont prendre les téléviseurs qui sont installés chez les gens pour un simple téléviseur à la place d'un écran cathodique qui coûte extrêmement cher et qui a une meilleure précision, mais qui est moins grand.
Donc nous verrons pour Apple une chose qui a une caractéristique, c'est que Apple va garder si je compare IBM, ils vont tout faire eux-mêmes, ils vont chercher à tout faire eux-mêmes, de la même façon qu'IBM. Et en plus de ça, ils vont être extrêmement créatifs. Autrement dit, ils vont créer non seulement des matériels, mais aussi, comme l'avait fait IBM, des modèles économiques. Ce n'est pas la location ici, c'est l'iPod avec iTunes et donc un téléphone qui, en fait, correspondait à ce que j'avais vu en stratégie, la stratégie des patrons d'IBM en 1975. J'étais allé le voir avec un directeur de Sofinco, donc un financier, puisque déjà il prévoyait des pas à l'avance. Et l'ordinateur qui sort par Apple dans les années 2000, c'est ce que la personne, le stratège qui était à mi-temps à Boston, il a appelé l'ordinateur de paume. D'accord ? Bon, donc, ils sont absolument créatifs et c'est comme ça qu'ils sont devenus les premiers, comme vous avez vu, de la capitalisation boursière. Par contre, IBM, comme on l'a vu, a beaucoup d'argent et peu d'entrain pour l'informatique publique. Donc, il décide de sous-traiter un PC, un ordinateur qui portait un nom qui succède à l'effort précédent, donc qui s'appelait 5150. Donc, cet IBM PC va être lancé à Boca Raton, dans un laboratoire au loin, en Floride, au soleil. Et la personne qui avait ça, pour moi qui faisais de l'informatique aussi personnelle, mais en temps partagé, il n'a jamais répondu à un coup de fil que j'avais pendant les temps de développement. Il s'était fermé complètement du monde IBM, du reste du monde IBM, pour ne pas être encombré par l'architecture, pas être encombré par les dictates du plan et des réunions de planification. Et donc, il se trouve avec une entreprise Microsoft qui fait, je crois, une quinzaine de personnes, qui a le mérite d'avoir développé un sous-ensemble de Fortran, un langage scientifique, mais qui va se former, qui va donc réaliser des embauches et réaliser les formations qu'il faut pour sortir le PC. Alors ce PC, c'est vraiment une aventure. Cette aventure, c'est que IBM se retrouve avec des standards ouverts, c'est-à-dire qu'ils ont publié comment fonctionne le PC, de telle sorte qu'on puisse le cloner. Autrement dit, limité. Quand on parle de clone, hein, bon, vous voyez, ce n'est pas de l'ADN. Donc, on clone des PC. Et ce clonage de PC va servir à des entreprises qui vont avoir beaucoup de succès. Autant que le PC fabriqué par IBM lui-même, qui était fabriqué en Écosse, je crois, à Greenock. Donc, IBM, à ce moment-là, dit « oh là, oh là », et quelques années après, 5 ans après, ils sortent une machine vraiment brillante, qui s'appelait. Alors, l'idée n'était pas brillante de ne pas l'appeler PC quelque chose, parce que toute la publicité qui avait été faite sur l'IBM PC, c'était comme ça qu'on l'appelait, c'était uniquement le PC, et l'IBM, c'était l'IBM PS, donc c'était du PS. Alors, il était brillant, il était bien fait pour les entreprises, il y a eu des développements à la Gaud d'ailleurs, de fonctions de réseau absolument extraordinaires, mais au point de vue du grand public, ça n'apportait pas grand-chose, et surtout, il était fermé politiquement. Autrement dit, pour avoir la licence, pour que Compaq prenne la licence pour développer l'équivalent, un clone, donc une imitation, c'était très cher, c'était pas aussi cher, c'était pas comme pour le PC. Donc, vous avez vu aussi que, c'est écrit en petit, mais dans cet écosystème qui a été créé lors du lancement du PC, il y a le surgissement d'un réseau de revendeurs de techno. Donc, tout d'un coup, il y a un débouché pour les ingénieurs qu'on forme dans les universités de la baie de San Francisco. Il y a un débouché, c'est de faire des ordinateurs comme cela. Et alors, donc, ça ne manque pas. Et ces gens-là ne sont pas plus manchots que les gens d'IBM à l'époque. Donc, ils réussissent. Ils réussissent quoi? Ils commencent par fonder une association. Cette association, donc, qui s'appelle Extended Industry Standard Architecture, c'est-à-dire qu'il faut une industrie, un standard d'industrie qu'ils publient et tout le monde peut l'utiliser gratuitement. Et pour faire ces standards, ça n'a pas été difficile. Ils ont pris le IBM PC, ils ont fait du rétro-engineering, la rétro-ingénierie. Voilà. Alors maintenant, la preuve que ce système est ouvert, c'est qu'aujourd'hui, le système majeur sur les serveurs qui tournent selon l'architecture de PC, ce n'est pas Microsoft, c'est Linux. C'est un logiciel, un système ouvert qui était inventé par un homme de génie qui venait de Helsinki et qui a lancé cette chose en tant que système ouvert. Et IBM, devant
difficulté de vendre des systèmes Unix. Il y avait du mal parce que c'était un monde qui aimait les systèmes ouverts. Eh bien, ils ont pris l'option de supporter Linux en tant que software ouvert, avec un contrat ouvert. C'est-à-dire que ce qu'ils développaient sur Linux était offert à la communauté Linux. Ça veut dire quand même peut-être, je ne sais pas combien, de dizaines, peut-être une centaine d'employés qui développaient à l'intérieur d'IBM pour Linux, ainsi que dans d'autres entreprises. Et puis des gens, comme vous l'avez vu, qui travaillaient dans l'ombre de l'informatique interne d'IBM, d'ATT ou autres, de Bell Lab ou autres, qui s'amusaient à temps perdu, quand ils prenaient le café, à développer des fonctions très intéressantes sur Linux. Alors, je vous ai déjà parlé de la suprématie du CMOS. Quand on pense au CMOS et aux entreprises extraordinaires qui existaient, Texas Instruments, Motorola, d'autres, ces gens avaient réussi. IBM avait pris comme sous-traitant Motorola pour une aventure pour des systèmes moyens, alors qu'il luttait contre la loi antitrust. Et ces systèmes-là, eh bien, il a fallu pratiquement, en choisissant Intel, il réglait le problème, puisque Intel était un peu dans le trou, et ils ont réussi à capitaliser Intel jusqu'à plus la moitié du capital d'Intel et à les mettre en marche, les remettre en route. Et donc, fidèles à leur politique de non-sous-traitance, qui avait été un peu à l'écart pour le PC, ils ont revendu en bourse, bien sûr, les 50% pour avoir aucune propriété sur Intel. Bravo. Alors, IBM s'était frotté aux télécommunications. Vous avez vu qu'on voulait des lignes que l'on maîtrise dans un réseau de systèmes. Eh bien, une des clés, c'était passé par les satellites. Et très tôt, en 1975, IBM crée, avec d'autres compagnons de la société d'assurance Aetna, comme SAT, MCI, il crée une société qui lance des satellites géostationnaires pour faire des liaisons privées pour les systèmes SNA que vous avez vus tout à l'heure. Alors bon, ça n'a pas très bien marché parce qu'on n'avait pas encore le silicium, les petits circuits assez rapides pour bien traiter, avec des bons temps de réponse, aussi bien que les liens terrestres, ce qui venait de 38 000 km, là où étaient les satellites géostationnaires. Donc, il fallait un dixième de seconde pour faire un aller, 2 dixièmes aller-retour, ce qui était perturbé quand même la voie. Alors, IBM avait utilisé avec SBS les moyens que vous connaissez historiquement, donc les fusées Delta, la navette spatiale et Ariane pour les dernières. Et ils ont revendu en 84. Donc, nous avons assisté à une révolution qui permet maintenant d'avoir l'informatique personnelle et les réseaux de paquets avec les protocoles de M. Pouzin, qui sont utilisés par les gens des communautés qui sont fanats des standards ouverts. Eh bien, ces gens-là, qui sont déjà en forum, qui échangent déjà des courriels, c'est pour ça que j'avais une opposition très forte, moi, quand j'avais essayé de développer quelque chose pour les transmissions orthodoxes, si je puis dire, d'IBM, les systèmes qui avaient été développés par cette communauté. Eh bien, ces standards vont s'imposer. Et ils vont s'imposer d'une façon incroyable. Parce que pour des gens qui avaient une architecture sécurisée, prédictible, on tombait sur des standards qui étaient non sécurisés. Hein? Je prends un exemple. Un des standards de ce réseau, qui s'appelle HTML, ça vient de ce que j'ai signalé tout à l'heure, de la boîte à outils des ingénieurs, qui lançait des documents, ce qui faisait appel à des liaisons extérieures sur des textes différents, sur des bibliothèques différentes. On avait d'abord commencé par faire ce langage pour avoir, à l'intérieur d'un texte, pouvoir référencer à quel chapitre on parlait d'autre chose, à quelle note de bas de page on se référait, etc., etc. Et maintenant, donc, on avait toute l'architecture pour pouvoir se référer à des liens qui étaient extérieurs. Voilà. Donc, ce réseau s'est constitué d'une façon que vous connaissez, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus. La révolution, vous la comprenez, je l'ai expliqué ici, il y a une révolution technologique qui permet qu'on puisse utiliser ce réseau, donc commuter à l'intérieur d'une manière très performante et aux extrémités, avoir la logique, bon marché, légère, qui permettent d'adapter les gens qui communiquent. Bon, je l'ai indiqué ici, c'est de lecture facile, c'est toutes les technologies, toutes les techniques qui ont été utilisées. Donc les techniques du solide, de la physique du solide, en processeur, mémoire, écran, la photonique, hein, on parle de la fibre optique,
On parle de la physio, des écrans aussi, c'est formidable, les progrès qui ont été faits. Et en téléphonie, le fait qu'on puisse numériser la voix, c'est un petit paquet de 28 caractères, avec des algorithmes de compression. D'ailleurs, c'est un ingénieur de la Gaute qui avait inventé, qui a développé l'algorithme pour les premiers réseaux GSM de téléphone portable. Bon, je ne vous en dirai pas plus là-dessus, vous connaissez. Donc Internet s'ouvre à tout un tas d'appareils, domotique, voitures, etc. C'est notre quotidien maintenant. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'au lancement d'Internet, il y a deux fonctions qui paraissaient fondamentales pour aller sur le réseau Internet. La première, c'est le navigateur. Connaissant l'adresse d'un serveur, le nom d'un serveur, on pouvait y aller. Et plus que ça, si on connaissait les mots-clés d'un texte, je vous ai parlé de langage marqué, les mots-clés d'un texte, on pouvait y aller aussi, puisque le mot-clé était sur un serveur quelque part. Ou, qui allait me dire où se trouvait le mot qui correspondait, par exemple, au nom de mon voisin que j'allais rencontrer le lendemain, qui était une personne très intéressante en bridge, à quel niveau il était. Eh bien, c'était ce qu'on appelait, alors je vais vous donner un mot anglais incroyable. Quand j'ai découvert avec les gens de la recherche l'Internet, c'est le mot crawler, comme Nigel Crawl, vous savez, c'est-à-dire ramper. Donc, c'est un robot explorateur qui va sans arrêt circuler sur Internet pour essayer de voir partout où il a accès, sur un serveur, sur un ordinateur, etc., un petit serveur ou un gros serveur, tout ce qui est intéressant comme information. Donc, il va détecter l'or, c'est un détecteur d'or. Voilà. Les filons aurifères sont dans le réseau. Et le robot extracteur, donc c'est Google a fait son premier pas sur Internet avec le fameux robot extracteur. Voilà. Alors maintenant, on aborde une autre phase, c'est qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qui advient des applications que nous avions développées dans les années 80, 90, des grosses applications qui traitaient des informations principales de l'entreprise et des applications principales, comptables, stock, etc. Alors là, on arrive maintenant à quelque chose d'impressionnant, c'est-à-dire que non seulement les serveurs, des serveurs d'importance, de grande taille, sont faits avec la technologie dont je vous ai parlé, ce n'est pas la technologie IBM, c'est d'autres technologies, mais en termes de logiciels, les programmeurs mathématiciens ont réussi, informaticiens et mathématiciens, ont réussi à mettre en place des performances sur le partage de ressources chères, onéreuses, et de ressources mémoire moins chères, hiérarchiquement placées. Donc, ces gens vont pouvoir virtualiser les travaux d'un centre informatique, grâce à la puissance qu'ils ont acquise. D'accord ? Donc, quand vous parlez de votre ordinateur sur le bureau qui a une horloge à 2 ou 3 ou 4 gigahertz, giga, ça veut dire quoi? Milliards. L'horloge qui traite du milliardième de seconde. Quand j'ai commencé à travailler, moi, avec les ordinateurs qui étaient là-bas en 65, c'était peu, c'était pas beaucoup, j'ose pas dire comment c'était. C'était quelques centaines de kilos d'instructions, centaines de milliers d'instructions par seconde. L'ordinateur typique d'IBM en 1980, quand j'avais eu du mal à faire passer le produit que j'avais essayé de lancer, c'est qu'on me disait, mais l'architecture de réseau que vous faites, elle prend 30% des ressources. Je dis, oui, ça assure une sécurité, vous la payez par la ressource. Mais dans les plans que je peux vous montrer, dans 2 ans, le prix est divisé par 2. D'accord ? Bon, donc, il y a ici la possibilité d'avoir une puissance de calcul qui va virtualiser les centres informatiques. Bon, alors bien sûr, les acteurs, donc un ami ingénieur à la Gaute m'a expliqué dans le temps, m'a expliqué récemment donc, que c'était les mêmes acteurs que les GAFA, que les acteurs qui gagnent sur Internet, c'est-à-dire, vous les nommez, c'est Microsoft, on s'en douterait, mais c'est aussi Amazon. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils dépendent, on voit la Chine, on voit M. Poutine qui ferme les lignes qui sont en communication avec l'extérieur de la Russie. La Chine fait pareil. Donc il y a des possibilités d'action. N'oublions pas que quand vous achetez une pizza par Uber Eats, eh bien, vous payez, le bénéfice s'en va
à la société mère américaine. Et les impôts, il y a 15% peut-être qui arriveront. En France, on ne sait pas trop. Donc, ce qui est caractéristique de ces modèles économiques, c'est qu'ils vont privilégier les gros, ceux qui ont une démographie la plus importante. C'est les États-Unis et la Chine. Maintenant, on pourrait leur couper, comme on le voit maintenant pour l'Ukraine, on peut couper, ou la Chine, dans son conflit américain, on peut couper les quelques portes qui vont vers l'informatique mondiale. Bon, parfait. Mais moi, je n'ai pas envie de payer d'impôts. Ce que je vais faire, je vais mettre une constellation de satellites en l'air, pas un ou deux ou trois ou six comme IBM en 10 ans. Je vais mettre une constellation complète et je vais pouvoir faire du chantage auprès des télécoms en leur disant votre fibre optique, d'accord, mais moi maintenant j'ai des satellites. Voilà. Donc ici, je vous montre avec un titre en français le premier tableau que je montrais quand j'ai fait le lancement de la stratégie d'Internet en Europe. Donc, je suis allé d'abord dans les pays du Nord, en 96-97, et j'avais découpé le marché comme il est ici, c'est pas la peine que je le commente. Vous avez les cercles au centre qui sont l'infrastructure et les moyens, comme on a vu, de virtualisation des centres informatiques. Et vous avez ici un ensemble de segments de marché sur lesquels on va avoir un certain nombre d'opérations possibles. Alors, je partais pour 2 heures dans les capitales européennes pour rencontrer les telcos et ça durait 8 heures. Alors, la raison, c'est que nous entrions dans les détails. Regarde, voilà, c'est le plan que nous avions. On ne va pas l'énumérer, mais c'est ce que nous faisions. Nous regardions chacun des sous-segments de ce que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, où en est-on? Eh bien, si on regarde ce qui se passe, on arrive, si on compte les téléphones portables qui font de l'Internet, on arrive à 63% de la population mondiale qui est connectée, qui utilise Internet. Donc 93% en mobile. On va inventer le mot zeta. C'est plus méga, téra, c'est zeta. C'est 1000 milliards de milliards. Autrement dit, le trafic en caractères, le trafic d'Internet en 2021, c'est 75 000 milliards de caractères. Voici l'or que nous avons à la disposition de ceux qui sauront la traiter. Et voici l'or dont on voit voici les multiplicateurs qui vont pouvoir permettre aux GAFA d'être les meilleurs sur le plan de capitalisation boursière. Alors maintenant, la quantité d'informations numériques continue à suivre la loi de Moore, et donc en doublant à peu près tous les 2 ans et demi. Et nous sommes déjà, on parle de l'ordinateur quantique, nous sommes déjà dans l'époque quantique. En d'autres termes, les transistors des années 60, c'est plus la lampe, c'est plus une lampe électronique, c'est déjà du quantique. Et donc, on peut s'attendre à des performances absolument extraordinaires. Bon, on verra ce que ça donnera, puisqu'il y a un caractère aléatoire dans la mécanique quantique. En d'autres termes, ce qu'on peut prévoir au niveau du nombre d'Avogadro, du nombre de 6, avec 23 zéros derrière, d'atomes pour faire 12 grammes de carbone, n'est-ce pas? On peut prédire ce qui va se passer. Par contre, quand c'est un atome de carbone, on ne sait pas si c'est un carbone radioactif, si c'est lui qui va se désintégrer ou pas. Donc, on est complètement dans l'aléatoire. Donc, il y a des limites là-dessus. Alors maintenant, les compagnies dominantes de la toile ont un impact croissant sur nos vies en termes médiatiques, économiques et politiques. Ça, c'est clair. Donc, quel avenir nous allons avoir? Quand on voit déjà les revenus, on peut avoir un revenu boursier, c'est évident, mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est où se trouve IBM dans cette ruée vers l'or. IBM se trouve à la 115e, 114e solution, en bas du tableau. Je suis allé chercher, la pêcher. D'accord? Donc, c'est un ouragan. Vous avez vu par le nombre de caractères qui passent, c'est un ouragan. Donc, les modèles économiques sont clés. L'impact politique n'est pas forcément prévisible. Pourquoi? Nous allons en parler un petit peu. On passe maintenant à l'infoscience. Big Data, c'est un surnom. L'infoscience, cette science de l'information, va avoir en fait à ses dispositions tout ce matériel, tout cet or disponible. Et il faut savoir le traiter correctement. Et on va voir des personnes, comme vous le voyez ici sur le tableau, qui sont des foramates. C'est même les pirates, hein, les fameux hackers, les pirates, c'est des foramates.
fort en système d'information, fort en programmation en langage de données, fort de la connaissance qu'ils ont dans un domaine particulier, par exemple la banque, hein, et, pourquoi pas. Et ce qu'il manque, et ici il y a une espèce de Zorro dupliqué, ce qu'il manque, puisque nous sommes dans un monde mondialisé, c'est la cité du monde. En fait, ce dont nous avons besoin, c'est d'un droit international qui régisse cette... vous voyez, c'est de la mauvaise anarchie. C'est de l'anarchie qui se cote d'un côté à la bourse de New York ou d'autres bourses, et d'autre côté, peut-être sur le terrain ou que sais-je. Donc, le message que je peux donner de cela, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que nous devenons des individus, de nouveau, parce que l'information peut s'adresser à nous après un travail statistique sur un marché. Donc, est-ce que c'est étonnant que le livre 1984 se vende de nouveau bien? Le livre d'Orwell, donc il parle d'un dictateur, mais surtout du fait que chaque personne est sans arrêt connectée. J'ai parlé d'Homo sapiens comme étant l'homme connecté demain, hein, c'est pas l'âge de fer, c'est l'homme de la connexion. L'homme est connecté. Les biosciences qui sont l'avenir des masses d'informations qu'on veut dépasser. On continue à chercher de l'or, on les cherche dans les biosciences, dans la mesure où, si vous regardez une carte perforée avec oui, non sur une carte, et on peut monter avec 10 et 200, 10 plus, enfin que 1 suivi de 280, imaginez ce qu'on peut faire avec des molécules ADN. Imaginez ce qu'on peut faire comme information mémorisée et accessible. Alors bien sûr, l'inquiétude, j'avais fait ça pour le 15 décembre, hein, donc vous n'allez pas me parler d'événements actuels, mais n'oublions pas, en termes de médias et d'information, que la seule radiodiffusion, comme on l'appelait, a suffi à motiver Charlie Chaplin pour faire un de ses meilleurs films qui s'appelle Le Dictateur. Alors j'en ai terminé. Je ne donne pas de réponse, hein. Je vous dis simplement que le monde reste passionnant, en bien ou en déviation. Je vous remercie. Vous avez des questions ou pas? Oui. Je pense. Oui. Bon. Pardon. Simplement, que pensez-vous de la crypto-monnaie Bitcoin, cette monnaie virtuelle? Je ne sais pas qu'en penser. Ouais, je ne sais pas qu'en penser. Je pense que je la verrai, je la traiterai comme un des moyens de transaction en ligne. Voilà. Donc, les transactions, ça peut être aussi de la mémorisation, puisque ça fait appel à l'information. C'est de l'or et de l'information d'or. Hein. Donc, je ne sais pas quoi en dire. Nous avons à l'Académie des personnes ici, une personne que je vois, qui a fait un travail sur ces crypto-monnaies. Peut-être qu'il pourrait vous répondre. Moi, je ne peux que m'interroger. Quand on voit les fluctuations, c'est... Moi, j'en ai pas, moi. C'est voire inquiétant. J'en ai pas, je ne suis pas... Moi non plus. Mais mon fils qui est dans le big data, bien... Est-ce une question d'âge et de génération, peut-être? Oui, Christian. Une remarque et une question. La remarque, à la fin, tu as déploré l'absence de ce que tu appelais la cité mondiale, c'est ça, hein? Oui. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que la cité mondiale, aujourd'hui, existe et que la cité mondiale, ce sont les GAFA? Parce que c'est à ce niveau-là, d'une manière concertée ou d'une manière mécanique, en quelque sorte, que la gestion de ce monde est organisée. Donc, à côté de ça, le droit international, lui, est une production
des États, de la coopération entre les États, et on se rend bien compte qu'il est à côté de la plaque, il n'est pas dans le problème. Et c'est déjà une question d'ailleurs. La deuxième question est beaucoup plus simple. Il me semble avoir compris, pas dans ton discours, mais dans mes réflexions antérieures, que dans le développement d'Internet, l'armée américaine avait joué un rôle très important. Et est-ce que ce rôle, d'abord, est-ce que tu le confirmes, mais tu as dit à un moment quelque chose qui semblait le confirmer, est-ce que ce rôle a été un rôle simplement d'utilisateur majeur, ceux qui ont compris d'abord tout l'intérêt qu'ils pouvaient trouver dans Internet, ou est-ce que ça a été aussi un rôle de prescripteur, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont contribué à l'élaboration en quelque sorte du système? Bon, alors, sur la première question, sur les GAFA, sur l'empire des GAFA, j'avais un petit sourire amusé vers mon fils qui est dans la salle, qui a écrit un roman qu'il achève, qui s'appelle Terre d'enjeu, et l'hypothèse de sa science-fiction, c'est que les GAFA gouvernaient. Alors, donc je ne sais pas répondre, c'est l'avenir. Je crois que l'histoire des satellites est importante, c'est-à-dire que est-ce que les États, c'est-à-dire les armées, auront la possibilité de contrôler, de surveiller, de dicter leurs lois à des satellites? Autrement dit, s'il y a une gouvernance mondiale, il y a des moyens quand même pour arriver à rattraper la constellation d'Amazon si Amazon ne paye pas d'impôts. Mais encore faut-il que le gouvernement, je dirais pas amazonien, mais états-unien, accepte dans la discussion commerciale de plus de 15%. Alors maintenant, sur l'histoire de la défense, oui, c'est clair que le réseau de la défense a été important. Alors, je vais donner deux choses. La raison pour laquelle vous ne pouviez pas faire de Wi-Fi, vous ne pouviez pas faire d'un certain nombre de choses par voie hertzienne, était le fait qu'il y ait des fréquences qui étaient réservées aux armées. Donc, pour arriver à avoir des réseaux avec des fréquences comme on les a maintenant, il a fallu que les différents pays enlèvent aux armées ce privilège de réservation. Donc, le réseau ARPA était un réseau plutôt administratif. Donc, je n'ai pas trouvé dans ARPA la sécurité qu'on peut trouver dans des réseaux comme le réseau SNA d'IBM, c'est certain. Il n'y a pas de protection, c'est difficile à faire de bout en bout. Il y en a bien sûr, mais ce sont des choses des architectures qui sont rajoutées. D'accord ? Alors, le réseau ARPA a donné lieu à des conférences, une conférence internationale, je crois que c'était à Boston en 1979, où des ingénieurs français et anglais, non, c'était en 68-69, des ingénieurs français et anglais ont appris que les Américains voulaient démarrer le projet ARPA avec des réseaux de paquets, un multiplexage de paquets pour avoir un réseau qui permet d'aller un peu partout à n'importe quel utilisateur et à un coût correct. Donc c'est là qu'ils sont rentrés en Europe. Les Français et les Anglais ont continué à bien travailler ensemble. Et en France, il y a eu le réseau Cyclade à la fin des années 70, au milieu des années 70, qui était mis en place par le fameux Pouzin et qui utilisait déjà les protocoles TCP/IP. Et donc les Américains étaient convaincus à ce moment-là que c'était bon, que c'est ce qu'il fallait faire. Bon, mais ce n'est pas pour autant que France Télécom l'a pris, puisqu'ils ont fait un réseau un peu différent qui permettait d'avoir une meilleure sécurité et d'avoir surtout une meilleure comptabilité du trafic. Une remarque et une tentative de réponse à la question sur le mythe de la crypto-monnaie. La remarque consiste à dire que j'ai très apprécié ta conférence parce qu'elle m'a fait revivre ma vie professionnelle, étant donné que, n'étant pas comme toi chez un vendeur, mais j'étais du côté des acheteurs et donc des utilisateurs. Pendant une trentaine d'années, j'ai dirigé le plus grand centre de Sofia en termes de puissance. Et bien sûr que je retrouve ici tous les éléments que tu as cités, donc c'est un bon témoignage, je confirme. J'ai passé les écoles que tu as citées, je me rappelle, on parlait avec Yves, le magnifique parc de la Hulpe en Belgique, c'était très, très, très bien.
Et également, le point de témoignage, c'est les luttes internes d'IBM. Donc, effectivement, ces luttes internes d'IBM, non seulement tu les as vécues en interne, mais je les ai vécues à l'extérieur. La contradiction, souvent très flagrante, entre différents ingénieurs commerciaux. Et j'ai même eu à faire intervenir la direction générale d'IBM sur le fait que des ingénieurs commerciaux d'une certaine région de France combattaient complètement les décisions qu'on avait dû prendre sur un plan national pour équiper nos différents centres informatiques. La deuxième, donc ça, c'est merci Christian pour avoir fait revivre ce bon moment. Alors sur les bitcoins, tout à l'heure, vous aviez la fiche sur laquelle était indiqué notre site internet. Donc, comme l'a cité Christian, nous avons eu un travail qui a été fait là-dessus et qui a été publié en deux parties. Une partie à la fois monétaire et plus politique qui a été faite par M. Lebratti et que vous pouvez donc trouver sur notre site dans la partie appelée billets des membres. Alors, mon point de vue là-dessus que j'avais développé était plutôt technique, mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'est inexorable. La crypto-monnaie, je pense, ne pourra pas s'arrêter. Est-ce qu'elle remplacera totalement la monnaie? Ça, c'est à voir. Mais si vous remarquez bien ce qui se passe, c'est qu'après avoir été un peu des expériences de droite et de gauche, plutôt réussies, parce que ceux qui ont bien investi ont gagné beaucoup d'argent. Le prix du Bitcoin a été multiplié par plus de 10 000 entre le moment où il a été lancé et le moment maintenant. Mais c'est comme à la bourse, hein, quand il y a quelqu'un qui gagne, ça veut dire qu'il y en a plein qui perdent. Donc ça, c'est toujours à voir. Ceci étant, si vous regardez maintenant qu'est-ce qui se passe, les GAFA cherchent à faire leur propre monnaie. Le métaverse, Facebook, tous créent de faire leur monnaie. Alors pourquoi? Parce qu'ils échappent ainsi à tout élément de politique et notamment à tout le circuit bancaire. Donc ils créent leur propre banque et voilà pourquoi ça ne pourra pas s'arrêter. Très bien. Donc c'est aussi peut-être un phénomène de chaîne. Bon, c'est autre chose. Non, il y avait encore une question ici. Pardon, une simple remarque. Je trouve que le titre qui a été choisi est génial, La rue vers l'or. Mais si je me souviens bien, dans le film de Chaplin, il y a un côté négatif de La rue vers l'or. Et alors, je vois plusieurs côtés négatifs. D'abord, il y a les laissés pour compte, les Indiens. On vient, on occupe leur terre. Il y a à l'heure actuelle 17% de personnes qui sont totalement illettrées en matière d'ordinateur, et il y a 47% qui ne savent pas l'utiliser ou qui l'utiliseraient mal. Donc je dis, il y a les premières conséquences de la rue vers l'or, c'est les laisser pour compte. Deuxième élément, ce sont les voyous et les gangsters, ce sont tous des repris de justice qui mènent vers l'or. Là, je vois que Google est condamné à 400 millions d'indemnités, Monsanto est condamné à 200 millions d'indemnités, enfin, qui ne représentent rien par rapport aux bénéfices. Donc il y a des condamnés. Donc on est dans le même schéma, le condamné. Troisième élément, il y a des shérifs dans la rue vers l'or. Ils essayent de contenir la violence. Le shérif en France, c'est la CNIL, c'est le RGPD au plan de l'Union européenne, mais semble-t-il relativement inefficace. Et puis, il y a aussi, dernier élément qui est spécifiquement français, le refus des administrations de fournir les données. On vient d'apprendre par la CNIL que 47% des refus de communication des données sont illégaux. C'est vraiment la rue vers l'or. Je pense que ton titre était bien choisi. Voilà. Merci. Est-ce que je peux poser une question qui n'a a priori rien à voir avec le Schmilblick? La data, on est tous plus ou moins dépendants de nos ordinateurs maintenant. Enfin, quel chemin en si peu d'années finalement? Et l'énergie par rapport à ça, c'est un vrai sujet aussi. On parlait du Bitcoin, donc ça m'y a fait penser. C'est cette énergie et comment est-ce que c'est pas une limite pour l'informatique demain? Est-ce que c'est une question ou pas? Juste,
juste une question. Je pense que c'est une question pour l'informatique, mais qui déborde de l'informatique. Hein, c'est sûr que, si je comprends bien, ça serait bien de faire comme on avait fait à la Défense, pour le quartier de la Défense, c'est d'avoir les gros serveurs près de centres urbains qu'il faudrait chauffer l'hiver avec le chauffage central. C'est le cas. Et il y a même une start-up française qui fait des, je ne vais pas la citer son nom, qui installe des serveurs comme chauffage dans des logements, dans des logements sociaux. Et quand on a besoin de faire de l'informatique distribuée et de chauffer, eh ben, les serveurs tournent. Voilà. C'est assez rigolo. J'adore ce concept. C'est un concept que j'ai compris dans les start-up que je côtoie. Informatique et j'espère que c'est sans angoisse que nous terminons et que nous repartons chez nous. Ah, d'accord. Ben, je vous remercie et j'espère que c'est sans angoisse particulière que vous repartirez chez vous. Mais enfin, je pense qu'il y a des aspects positifs extraordinaires. Il s'agit maintenant de les maîtriser, de maîtriser un peu la jungle qui s'est emparée de la mondialisation. Ça, c'est certain. C'est certain. Je n'ai pas fait une histoire d'IBM, n'est-ce pas? J'ai fait une histoire de l'information. Parce que j'aurais pu parler aussi de la mondialisation et des conséquences de la mondialisation et pourquoi la mondialisation. Enfin, il y a tout un aspect politique que je n'ai pas traité. C'était une autre facette. Bon, ben merci et bonsoir.